Lisa Gardner, Les morsures du passé. Prologue. Daniel. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de cette nuit-là. Au début, on croit qu'on n'oubliera jamais. Mais le temps est comme une sorte de brouillard, surtout pour les enfants. Et année après année, petit à petit, les détails se sont estompés dans ma mémoire. Un mécanisme d'adaptation, m'assurait le docteur Frank. L'évolution naturelle de ma psyché en voie de guérison. Aucune raison de me sentir coupable. Mais je me sens coupable, évidemment. Je me rappelle avoir été réveillée par un hurlement. Peut-être celui de ma mère, mais d'après le rapport de police, plus probablement celui de ma sœur. Il faisait noir dans ma chambre, j'étais désorientée, je ne voyais rien. Et puis il y avait une odeur. C'est ce dont je garde le souvenir le plus net après toutes ces années. Une odeur de fumée que j'ai cru être celle d'un incendie, mais qui était en réalité une odeur de poudre au bout du couloir. D'autres bruits, des choses que j'entendais sans les voir. Des pas lourds, la chute d'un corps dans les escaliers. Et puis la voix retentissante de mon père devant la porte de ma chambre. Oh, ma petite Dany, ma jolie, jolie petite Dany. Ma porte s'est ouverte. Rectangle de lumière vive sur fond noir. La silhouette de mon père découpée dans l'embrasure. « Ma petite Dany », a-t-il chanté d'une voix plus enjouée. « Ma jolie, jolie petite Dany ». Ensuite, il a mis le pistolet sur sa tempe et appuyé sur la détente. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé tout de suite après. Est-ce que je me suis levée? Est-ce que j'ai fait le numéro des secours? Est-ce que j'ai essayé de ranimer ma mère, ou peut-être d'arrêter le sang qui ruisselait du crâne fracassé de ma sœur, du corps disloqué de mon frère? Je me souviens qu'un autre homme est entré dans ma chambre. Il m'a parlé d'une voix apaisante. Il m'a dit que tout allait bien maintenant, que j'étais en sécurité. Il m'a prise dans ses bras, même si j'avais 9 ans et que j'étais trop grande pour qu'on me traite comme un bébé. Il m'a dit de fermer les yeux, de ne pas regarder. J'ai hoché la tête sur son épaule, mais naturellement, j'ai gardé les yeux ouverts. Il fallait que je voie, que j'enregistre, que je me souvienne. C'est le devoir de l'unique survivant. D'après le rapport de police, mon père était ivre ce soir-là. Il avait consommé au moins une bouteille de whisky avant de charger son arme de service. La semaine précédente, il avait perdu son emploi au bureau du shérif, après avoir reçu 2 blâmes pour s'être présenté au travail en état d'ébriété. Le shérif Wayne, l'homme qui m'a sorti de la maison, avait espéré que ce licenciement obligerait mon père à s'amender, peut-être à s'inscrire aux alcooliques anonymes. J'imagine que mon père avait d'autres idées sur la question. Il a commencé dans la chambre, surprenant ma mère à côté de son lit. Puis ça a été le tour de ma sœur de 13 ans, qui avait sorti une tête dans le couloir sans doute pour voir ce qui se passait. Mon frère de 11 ans est lui aussi apparu dans le couloir. Il a tenté de prendre la fuite, mon père lui a tiré dans le dos et Johnny est tombé dans les escaliers. La balle ne l'a pas tué sur le coup, et il a mis un moment avant de mourir. Je me souviens pas de ça, bien sûr, mais j'ai lu le rapport officiel quand j'ai eu 18 ans. Je cherchais une réponse que je n'y ai jamais trouvée. Mon père avait tué toute ma famille, sauf moi. Est-ce que ça voulait dire qu'il m'aimait plus que les autres, ou qu'il me haïssait plus que les autres? Qu'en pensez-vous? » me répondait toujours le docteur Frank.
J'en pense que c'est toute l'histoire de ma vie. J'aimerais pouvoir vous dire de quelle couleur étaient les yeux de ma mère. Je sais qu'ils étaient bleus, logiquement, parce qu'à la mort de ma famille, je suis partie vivre chez tante Hélène, la sœur de ma mère. Les yeux de tante Hélène sont bleus, et en juger par les photos qui me restent, ma mère et elle étaient pour ainsi dire des sosies. Sauf que c'est bien le problème. Tante Hélène ressemble tellement à ma mère qu'au fil des années, elle a pris sa place. Dans ma tête, je vois les yeux de tante Hélène, j'entends sa voix, je sens ses mains qui me bordent le soir. Et ça me fait souffrir parce que je voudrais que ma mère revienne. Mais elle a disparu en moi. Ma mémoire déloyale l'a tuée plus efficacement que mon père ne l'avait fait. C'est ce qui m'a poussée à aller voir les rapports de police et les photos de scènes de crime. Si bien qu'aujourd'hui, la seule image qui me reste de ma mère est celle d'un visage étrangement flasque qui fixe l'appareil photo. Un trou au milieu du front. J'ai des photos où je suis assise sur un perron avec Nathalie et Johnny et où nous nous tenons par les épaules. Nous avons l'air très heureux, mais je me souviens plus si mes frères et sœurs me taquinaient ou me toléraient. Se doutaient-ils qu'un soir ils allaient mourir et que moi j'en réchapperais? S'imaginaient-ils, en cet après-midi ensoleillé, qu'aucun de leurs rêves ne se réaliserait? Le complexe du survivant me rappelait d'une voix douce le docteur Franck. Rien de tout cela n'est de votre faute. L'histoire de ma vie. Tante Hélène s'est bien occupée de moi. Juriste d'entreprise entièrement dévouée à son travail, elle avait plus de 40 ans et pas d'enfant quand je me suis installée chez elle. Comme elle habitait un 2 pièces dans le centre de Boston, j'ai dormi sur le canapé pendant la première année. Aucune importance vu que je n'ai pas dormi cette année-là de toute façon. Et nous restions donc debout toute la nuit à regarder des rediffusions de I Love Lucy, en essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé une semaine plus tôt, un mois plus tôt, un an plus tôt. Une sorte de compte à rebours, sauf qu'on ne se rapproche jamais d'un quelconque but. Chaque journée est aussi merdique que la précédente. On en vient juste à accepter l'idée que la vie en général est merdique. Tante Hélène m'a trouvé le docteur Franck. Elle m'a inscrite dans une école privée où, grâce aux classes à effectifs réduits, je bénéficiais d'une surveillance continue et d'un suivi individuel très poussé. Pendant 2 ans, j'ai été incapable de lire. Les lettres n'avaient plus de sens. Je ne savais plus compter. Je me levais chaque matin et cela me prenait une telle énergie que je ne pouvais plus faire grand-chose d'autre. Je ne me faisais pas d'amis. Je ne regardais pas les professeurs dans les yeux. Assise sur ma chaise, jour après jour, je déployais tant d'efforts pour me souvenir de chaque détail. Les yeux de ma mère, le cri de ma sœur, le sourire niais de mon frère, qu'il n'y avait plus de place pour rien d'autre dans ma tête. Et puis un jour, en marchant dans la rue, j'ai vu un homme se pencher vers sa petite fille pour l'embrasser sur le sommet du crâne. Un banal geste de tendresse paternelle. Sa fille a levé les yeux vers lui et sa petite bouille ronde s'est illuminée d'un sourire de 1000 watts. Et mon cœur s'est brisé, d'un seul coup. J'ai fondu en larmes, sanglotée comme une folle dans les rues de Boston, et je suis rentrée comme j'ai pu chez ma tante. Quand elle est revenue 4 heures plus tard, je pleurais encore sur le canapé en cuir. Alors elle en a fait autant. Nous avons passé une semaine entière à pleurer ensemble sur le canapé, avec des épisodes de L'île aux naufragés en fond sonore. « Quel enfoiré !» a-t-elle dit, une fois pleurées toutes les larmes de notre corps. « Quel enfoiré de connard de mes deux !» Et je me suis demandé si elle en voulait à mon père parce qu'il avait assassiné sa sœur, ou parce qu'il lui avait collé sur les bras une enfant dont elle ne voulait pas. L'histoire de ma vie. J'ai survécu. Et même si je ne me souviens pas toujours, je mène ma vie, ce qui est le suprême devoir du survivant. J'ai grandi, j'ai fait des études, je suis devenue infirmière en pédopsychiatrie. Aujourd'hui, je passe mes journées dans un service pédopsychiatrique fermé à Boston.
Je m'occupe du petit garçon de 6 ans qui entend déjà des voix, de la fillette de 8 ans qui s'automutile, du grand frère de 12 ans qu'il est absolument exclu de laisser seul en compagnie de ses jeunes frères et sœurs. Nous sommes une unité de soins intensifs. Nous ne guérissons pas ces enfants. Nous les stabilisons en nous appuyant sur une médication appropriée, un environnement épanouissant et tout autre truc que nous pouvons sortir de notre chapeau. Et ensuite, nous observons. Nous essayons de comprendre comment fonctionne tel ou tel enfant. Et nous rédigeons des recommandations à l'intention de l'équipe de spécialistes qui prendra le relais auprès d'eux, soit dans un programme en internat, soit dans un établissement pour prise en charge de longue durée, soit encore lors d'un retour encadré en milieu familial. Certains de nos patients font des progrès. Ils réalisent pleinement leur potentiel, ce qui, de la vie générale, est une immense réussite. D'autres se suicident. D'autres encore commettent des meurtres. Ils deviennent ce gros titre que vous avez lu dans les journaux. Un jeune désaxé à l'origine d'une fusillade. Une famille entière assassinée par le fils aîné. Et des gens meurent, qu'ils y soient ou non pour quelque chose. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que j'ai choisi ce métier pour sauver des enfants en perdition comme moi. Ou peut-être, de manière plus héroïque encore, pour prévenir des tragédies telles que celle qui a touché ma famille. Je comprends que vous vous disiez ça. Mais vous ne me connaissez pas encore. Jeudi. Jeudi soir, le commandant Didi Warren avait un rendez-vous galant. Pas le pire qu'elle ait jamais eu, pas le meilleur non plus, mais enfin c'était le seul qu'elle ait eu depuis un bon moment, alors, à moins que Chip ne se révèle un total abruti, elle avait bien l'intention de le ramener chez elle pour une sérieuse séance d'équilibrage budgétaire. Jusque-là, ils en étaient à une demi-miche de pain trempé dans l'huile d'olive et un demi-bœuf saignant. Chip avait réussi à ne pas parler de la côte première dont le jus se répandait dans toute l'assiette de Didi, ni du besoin qu'elle éprouvait de saucer avec une énième tranche de pain. La plupart des hommes restaient décontenancés devant son appétit. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de plaisanter d'un air gêné sur sa capacité à engloutir assiette sur assiette, après quoi ils jugeaient nécessaire d'ajouter, d'un air encore plus gêné, que cela ne l'avait naturellement pas empêché de conserver une silhouette de jeune fille. Ouais, elle avait un appétit de sumo et la taille mannequin. À près de 40 ans, elle avait eu tout le temps de s'apercevoir qu'elle possédait un métabolisme hors norme et elle n'avait certainement pas besoin qu'un scribouillard mou du bide le lui fasse remarquer. Manger était sa passion. Surtout que son travail à la brigade criminelle de Boston ne lui laissait guère de temps pour le sexe. Elle régla son compte à la côte première, s'attaqua à la pomme de terre à la viennoise. Chip était comptable au département de médecine légale. Le rendez-vous avait été arrangé par la femme d'un ami d'un mec du service. Ouais, Didi aussi trouvait ça bizarre. Mais enfin, elle était là, assise sur une banquette très prisée du Hilltop Steakhouse, et franchement, Chip tenait la route. Un peu enrobé à la taille, un peu déplumé sur le sommet, mais marrant. Didi aimait ça qu'on soit marrant. Quand il souriait, des pas de doigts apparaissaient au coin de ses yeux bruns, et ça lui suffisait. Au menu donc, viande, pommes de terre et, si tout se passait bien, Chip en dessert. Alors, bien sûr, son beeper sonna à sa ceinture. Elle se renfrogna, le repoussa dans son dos comme si cela devait changer quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chip en entendant le carillon. « Contraception », grommela-t-elle. Chip rougit jusqu'en haut de son front dégarni et se fendit aussitôt d'un sourire à la modestie si désarmante que Didi manqua d'effaillir. « Intérêt que ce soit bien, pensa-t-elle. Intérêt que ce soit carrément un massacre, sinon ils peuvent toujours courir pour que je fasse une croix sur ma soirée. » Mais lorsqu'elle lut le message, elle regretta d'avoir pu penser une chose pareille. Chip, le comptable marrant, eut droit à un baiser sur la joue, et le commandant Didi Warren se mit en route. Didi travaillait dans la police de Boston depuis une 12aine d'années à présent. Elle avait commencé par instruire des dossiers d'accidents de la route ou d'homicides liés au trafic de drogue,
avant de prendre du galon et d'enquêter sur des événements aussi médiatiques que la découverte de 6 cadavres momifiés dans une cavité souterraine, ou plus récemment, la disparition d'une jeune et belle enseignante de South Boston. Ses supérieurs aimaient bien la mettre devant les caméras. Rien de tel qu'une jolie enquêtrice blonde pour brouiller les pistes. Cela ne la dérangeait pas. Le stress lui réussissait, et elle appréciait une bonne affaire façon cocotte minute encore plus qu'un buffet à volonté. Le seul inconvénient était les répercussions sur sa vie privée. En tant que commandant à la brigade criminelle, elle se trouvait à la tête d'une équipe de 3 personnes. Il n'était pas rare qu'il passe toute une journée à suivre des pistes, interroger des informateurs ou retourner sur des scènes de crime, et ensuite la majeure partie de la nuit à rédiger les comptes rendus d'audition, les déclarations sous serment et ou les demandes de mandat. Chaque équipe était également d'astreinte à tour de rôle, ce qui signifiait qu'elle répondrait à la prochaine demande d'intervention, de sorte qu'il se trouvait en permanence dans un maelstrom d'affaires en cours prioritaires et d'anciennes affaires encore non élucidées, auxquelles venaient s'ajouter au moins 1 ou 2 saisines par semaine. Didi ne dormait pas beaucoup, ne sortait pas beaucoup, ne faisait rien beaucoup en réalité. Ce qui lui allait très bien jusqu'à l'année précédente, où elle avait eu 38 ans et où elle avait vu son ancien petit ami se marier et fonder une famille. Du jour au lendemain, la policière rentre-dedans et dure à cuire qui ne vivait que pour son travail s'était retrouvée à potasser le magazine de la parfaite ménagère, ou pire encore, mariée dans l'année. Un jour, elle avait acheté un parent. Rien de plus déprimant qu'une enquêtrice de la criminelle proche de la quarantaine, célibataire et sans enfant, en train de lire Parents toute seule dans son loft du North End. Surtout quand elle s'était aperçue que certains conseils sur l'éducation des têtes blondes pouvaient aussi s'appliquer à son équipe. Elle avait mis les magazines au recyclage et s'était jurée de sortir avec quelqu'un. Ce qui avait conduit à Chip, ce pauvre Chip qui avait failli s'envoyer en l'air comme jamais, et au fait qu'elle se trouvait maintenant en route pour Dorchester. Son équipe n'était même pas d'astreinte, mais la convocation disait « Alerte rouge ». Il s'était produit un événement suffisamment important et grave pour justifier de mettre tout le monde sur le pont. Didi quitta la I-93 et parcourut le labyrinthe des rues jusqu'à un quartier plutôt populaire. Au sein de la police municipale, Dorchester était connu pour son trafic de drogue, ses fusillades et ses fêtes de quartier tapageuses qui généraient encore plus de trafic de drogue et de fusillades. Le commissariat du district C11 avait mis en place un numéro vert pour lutter contre le bruit, ainsi qu'une patrouille anti-fêtard le week-end. 500 signalements téléphoniques et un grand nombre d'arrestations préventives plus tard, Dorchester voyait enfin baisser son taux d'homicide et de violence avec voie de fait. En revanche, les cambriolages étaient en forte augmentation. Allez comprendre. Guidé par son système de navigation, Didi arriva dans une rue à 4 voies relativement agréable, bordée de modestes carrés de pelouse verte et d'un long alignement de maisons à 3 étages blotties les unes contre les autres et dont beaucoup arboraient une grande véranda en façade, voire une tourelle. Au fil du temps, la plupart de ces maisons avaient été divisées en appartements, jusqu'à 6 ou 8 dans le même bâtiment. Le quartier avait encore belle allure, avec ses pelouses bien tondues, ses rambardes de vérandas repeintes de frais. Le visage le plus avenant de Dorchester, conclut-elle, de plus en plus curieuse. Elle remarqua un rassemblement de Ford Crown Vics et ralentit pour se garer. On était jeudi soir, 8h30, et le soleil du mois d'août commençait tout juste à pâlir à l'horizon. Elle distingua la fourgonnette blanche du légiste droit devant, de même que celle de l'identité judiciaire. Ces véhicules étaient pris en étau par l'habituelle cohue de camionnettes de médias et de Pékin du quartier. Quand Didi avait vu où elle devait se rendre, elle avait pensé à une histoire de drogue. Sans doute un règlement de compte entre bandes qui avait mal tourné pour que le commissaire divisionnaire convoque ses 18 enquêteurs. Donc très certainement avec des victimes collatérales. Peut-être une grand-mère assise dans sa véranda ou des enfants qui jouaient sur le trottoir. Ces choses-là arrivent. Et non, elles ne deviennent pas plus supportables avec le temps. Mais Didi s'en occupait parce que c'était Boston et que c'était son boulot d'enquêtrice. Cela dit, maintenant qu'elle descendait de voiture, fixait sa plaque à la taille de son jean noir moulant et sortait une chemise blanche toute simple, aboutonnée par-dessus son décolleté spécial drague,
Elle se disait, pas une histoire de drogue, quelque chose de pire. Elle enfila un blouson léger sur son arme de ceinture et prit le trottoir vers l'antre du Lion. Se frayant un chemin au milieu de la première vague d'enfants curieux et d'adultes qui jouaient des coudes, elle fit de son mieux pour rester concentrée, mais ne put pas s'empêcher d'entendre des bribes de phrases telles que « coup de feu »,« des hurlements de cochons qu'on égorge », quand je pense que je l'ai vu décharger ses courses à peine 4 heures plus tôt. « Excusez-moi, pardon, commandant de police. Allez, on se pousse, mon vieux. » Elle déboucha de l'autre côté, passa sous le ruban jaune qui délimitait le périmètre et gagna enfin l'épicentre du chaos, la scène de crime. La maison qui se dressait devant elle était une bâtisse de 3 étages de couleur grise, avec une véranda à larges colonnes et un grand drapeau américain. Les 2 battants de la porte d'entrée étaient grands ouverts pour faciliter la circulation des enquêteurs et du brancard métallique du légiste. Didi remarqua les délicats voilages en dentelle dans les bow windows de part et d'autre de la porte. Outre le drapeau américain, la véranda contenait 4 pots de géranium rouge pleins de gaieté, une demi-douzaine de chaises pliantes bleues et un morceau d'ardoise suspendu au plafond sur lequel on avait peint d'autres géraniums rouges et un mot en lettres jaunes vif. Bienvenue. Ouais, clairement pire qu'une histoire de dealers qui se promènent avec des flingues et lancent leurs baskets sur les fils électriques. Didi poussa un soupir, serra les dents et s'approcha de l'agent en uniforme posté au bas du perron. Elle déclina ses noms et numéros de matricule. L'agent nota consciencieusement ses informations sur le registre de scène de crime et, d'un bref signe de tête, désigna la corbeille à ses pieds. Docile, Didi y piocha des surchaussures et une charlotte. C'était donc ce genre de scène de crime. Elle gravit lentement les marches, en restant sur le bord. L'escalier semblait avoir été repeint depuis peu, en gris clair élégant qui s'harmonisait avec le reste de la maison. La véranda était accueillante, bien entretenue. Suffisamment propre pour que Didi soupçonne un récent coup de balai. Peut-être qu'après avoir déchargé les courses, un membre de la famille avait fait du ménage. Il aurait mieux valu que la véranda soit sale, poussiéreuse. On aurait alors pu y retrouver des empreintes de chaussures. Ce qui aurait pu les aider à coincer l'auteur des crimes que Didi était sur le point de découvrir à l'intérieur. Sur le seuil, elle prit une nouvelle inspiration, huma l'odeur de sueur et de sang en train de sécher. Elle entendit un journaliste réclamer un commentaire, le déclic d'un appareil photo, le vrombissement d'un hélicoptère de la télé, du brouhaha tout autour. Derrière elle, des badauds, devant elle, des enquêteurs, au-dessus d'elle, des journalistes. Un chaos, bruyant, puant, accablant. Sa mission consistait à y mettre bon ordre. Elle s'y attela. Victoria. J'ai soif, dit-il. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, proposai-je. Tu m'apportes à boire, connasse, ou je te casse la gueule? Il n'avait pas l'air en colère. C'est souvent comme ça. Parfois l'orage se déclenche d'un seul coup. Une seconde, il regarde la télé, la seconde d'après, il démolit le salon. D'autres fois, il oscille au bord du précipice. Pourvu qu'on ait le bon mot ou le bon geste, la crise sera désamorcée. Mais dans le cas contraire... Je me lève du canapé. C'est jeudi soir. On est en août à Boston, et il règne une chaleur et une moiteur infernale. Le genre de soirée qu'il serait plus agréable de passer sur la plage ou au bord d'une immense piscine. Naturellement, ni l'un ni l'autre n'est envisageable pour nous. Nous avons passé l'après-midi enfermés à regarder la chaîne Histoire en nous prélassant dans l'air climatisé. J'espérais qu'une soirée au calme le détendrait. Maintenant, je ne sais plus. Dans la cuisine, j'examine les options qui s'offrent à moi. Une commande de boisson est un terrain fortement miné.
D'abord, deviner la boisson attendue. Ensuite, choisir le verre, mug, gobelet qui conviendra. Sans oublier glaçon ou pas glaçon, paille ou pas paille, serviette de cocktail ou dessous de verre. Autrefois, je n'aurais pas répondu à une demande aussi agressive. J'aurais exigé une phrase aimable, un ton aimable. « Je ne suis pas ta bonne », lui aurais-je rappelé. « Tu me dois le respect. » Mais les choses changent. Pas d'un seul coup, petit à petit, un moment après l'autre, un choix après l'autre. Il y a des morceaux de soi qu'on ne peut plus jamais retrouver une fois qu'on y a renoncé. J'opte pour le mug bleu, son préféré ces temps-ci. Et de l'eau du robinet, ça fera moins de dégâts quand, inévitablement, il me jettera le contenu au visage. J'en ai déjà les mains qui tremblent. Je prends plusieurs inspirations pour me détendre. Il n'a pas encore basculé. Rappelle-toi qu'il n'a pas basculé. Pas encore. J'emporte le mug dans le salon et je le pose sur la table basse en verre tout en observant, les paupières mi-closes. Si ses pieds restent bien à plat au sol, je continue à chercher l'apaisement. S'il est déjà agité de mouvements convulsifs, s'il tape du pied par exemple, ou s'il roule de l'épaule, de cette manière qui annonce souvent un brusque et puissant coup de poing, je déguerpis. Aller jusqu'au bout du couloir, attraper le lorazépam et le shooter. Croyez-moi, il y a des morceaux de soi qu'on ne peut plus jamais retrouver une fois qu'on y a renoncé. Il prend le mug, les pieds immobiles, les épaules relâchées. Il boit une petite gorgée pour goûter, se fige, repose le mug. Je recommence tout juste à respirer, lorsqu'il attrape le mug en plastique et m'en assène un violent coup sur la tempe. Je vacille, non pas tant sous la force du coup que de la surprise. « C'est quoi cette merde ?» hurle-t-il, à 2 doigts de mon visage dégoulinant. « C'est quoi cette merde ?» De l'eau, réponds-je bêtement. Il essaie à nouveau de m'assommer, arrosant encore le canapé. Puis, la course-poursuite s'engage. Je me rue vers l'armoire à pharmacie des toilettes du bas, tandis que lui cherche à tout prix à me plaquer au sol pour me frapper la tête contre le parquet ou me prendre à la gorge. Il m'attrape par la cheville sur le seuil du salon. Je tombe lourdement sur le genou droit. Par réflexe, je donne un coup de pied en arrière. Je l'entends rugir de frustration lorsque je me dégage et avance encore de 4 foulées. Il m'attrape par la taille et m'envoie valser contre le lambris. La simèse me rentre dans les côtes et me meurtrit. « Salope, 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 salope !» « Je t'en prie, murmurai-je, sans raison valable. Peut-être parce qu'il faut bien dire quelque chose. « Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. » Il m'attrape par le poignet et serre si fort que je sens les petits os grincer les uns contre les autres. « Je t'en prie, chérie, » murmurai-je à nouveau d'une voix que j'essaie désespérément de rendre apaisante. « Je t'en prie. Lâche-moi, chérie, tu me fais mal. » Mais il ne lâche pas. J'ai mal interprété son attitude. Je n'ai pas su lire les signes et maintenant il est passé du côté obscur. Rien de ce que je peux dire ou faire n'a d'importance. C'est un fauve, il lui faut une victime. Et je me dis, comme souvent dans ces moments-là, que je l'aime encore. Je l'aime tellement que cela me brise le cœur, plus que les os, et que je dois, même à cet instant, faire attention. Je ne veux pas lui faire de mal. Dans la seconde qui suit, je lui envoie un coup de pied qui l'atteint derrière le genou. Il s'effondre et je lui arrache ma main. Je me précipite vers les toilettes, j'ouvre à toute volée l'armoire à pharmacie et cherche fébrilement le flacon orange. « Je te tuerai !» rugit-il dans le couloir. « Je te donnerai 1 million de coups de couteau, je t'arracherai la tête, je te boufferai le cœur, je te saignerai, je te tuerai, je te tuerai, je te tuerai. » Ensuite, ce bruit que je n'ai pas envie d'entendre. Le claquement de ses pieds nus dans le couloir lorsqu'il fait demi-tour et court vers la cuisine. « Lorazépam, lorazépam, putain, où il est le lorazépam ?» Dans ma hâte, je heurte le flacon qui tombe par terre et roule sur le carrelage.
J'entends un autre cri, un cri de fureur sans mélange. Et je sais qu'il vient de découvrir que j'ai mis les couteaux de cuisine sous clé. J'ai fait ça il y a 2 semaines, en pleine nuit, pendant qu'il dormait. Il faut garder un coup d'avance, obligé. Le lorazépam a roulé derrière la cuvette, mes doigts tremblent trop. Je ne peux ni l'attraper, ni le faire rouler. Du vacarme maintenant. Les portes des placards rouges se risent brutalement ouvertes, les tasses, les assiettes, les plats jetés sur le carrelage importé d'Italie. Il y a des années que j'ai tout remplacé par de la mélamine et du plastique, et ça le rend encore plus foudrage. Il faut qu'ils mettent la cuisine sans dessus-dessous, c'est systématique, même si l'impossibilité de casser ne fait qu'accroître sa fureur. Encore un grand fracas, puis le silence. Je me surprends à retenir mon souffle. Puis je me penche sur les toilettes en cherchant ce fichu flacon à tâtons. Le silence qui se prolonge m'inquiète encore plus que le saccage. Que fait-il? Qu'a-t-il découvert? Qu'est-ce qui m'a échappé? Bon sang, il me faut ce lorazépam vite. Je m'oblige à respirer pour calmer mes nerfs à vif. Une serviette, voilà la solution. La tire-bouchonner, la glisser derrière la cuvette, pousser le flacon de l'autre côté. Bien joué. Les comprimés tranquillisant bien en main, je me faufile dans le couloir de ma maison désormais silencieuse, déjà terrifiée par ce que je pourrais découvrir. 1 pas, 2, 3, 4. Je suis presque au bout du couloir. Un séjour spacieux à gauche, suivi de la salle à manger qui communique avec la cuisine suréquipée à droite, le tout se terminant par l'entrée voûtée. Je jette un œil derrière le ficus moribond dans le coin, puis j'entre à pas de loup dans le séjour, en surveillant les endroits où il pourrait être embusqué. Derrière le canapé d'angle, à côté du vieux meuble télé, ou derrière les rideaux de soie en loques. Qu'est-ce qui m'a échappé? À quoi n'ai-je pas pensé et que va-t-il m'en coûter? D'autres images se bousculent dans ma tête. Le jour où il a surgi du garde-manger armé d'un attendrisseur à viande en bois et où il m'a fait les 2 côtes avant que je parvienne à m'enfuir. Ou la première fois où il a pris un coup près et visé mon bras, mais où il s'est également ouvert la cuisse dans son accès de rage. J'ai eu peur qu'il se soit sectionné une artère et qu'il se vide de son sang si je m'enfuyais. Alors j'ai tenu bon et je lui ai repris le couteau de haute lutte. Ensuite je l'ai consolé pendant qu'il sanglotait de douleur et le sang de nos 2 plaies a imbibé le tapis perçant de notre belle entrée voûtée. Pas le moment de penser à ces choses-là. Rester concentré, le trouver, le calmer, le droguer. Je traverse le séjour sur la pointe des pieds et je me dirige vers la salle à manger. Je scrute tous les coins sombres. Je guette d'éventuels bruits dans mon dos. La cuisine donne également sur l'entrée. Il lui serait donc facile de faire le tour pour m'attaquer par derrière. La cuisine donne également sur l'entrée. Il lui serait donc facile de faire le tour pour m'attaquer par derrière. Un pied devant l'autre. Pas à pas, en tenant le flacon de médicaments comme une bombe de gaz lacrymogène. Je le retrouve dans la cuisine. Le jean baissé, il est en train de déféquer sur le tapis. À mon arrivée, il lève les yeux et une expression de triomphe mauvais passe sur son visage. « Qu'est-ce que tu dis de ton précieux tapis maintenant ?» ricane-t-il. « Il est plus aussi intéressant, hein ?» Je m'approche de lui sans trembler et je lui tends le flacon de lorazépam. « Je t'en prie, chérie. Tu sais que je t'aime. Je t'en prie. » En guise de réponse, il ramasse des excréments et s'embarbouille le ventre. « Je te tuerai, » dit-il plus calmement, comme une chose anodine. Je ne dis pas un mot. Je me contente de lui tendre le flacon de comprimé. Je ferai ça en pleine nuit, mais je te réveillerai d'abord. Je veux que tu saches. Je lui tends les comprimés. T'as enfermé les couteaux, me nargue-t-il. T'as enfermé les couteaux? Mais est-ce que t'as enfermé tous les couteaux? Hein? Il sourit avec jubilation, et mon regard se tourne instinctivement vers l'égouttoir, dont le contenu gît désormais éparpillé sur le sol de la cuisine.
Est-ce qu'il y avait un couteau dans cet égouttoir? Est-ce que j'en ai lavé un ce matin? Je m'en souviens plus et ça va me coûter cher. Il y a toujours quelque chose qui va me coûter cher. Je tourne le bouchon du flacon. C'est l'heure de te reposer, mon cœur. Tu sais que tu te sentiras mieux quand tu seras reposé un peu. Je renverse quelques comprimés dans ma main et je m'approche. Je sens la chaleur et la puanteur de son corps à plein nez. Lentement, je lui ouvre la bouche d'un doigt et pousse le premier comprimé à dissolution rapide contre sa joue. De son côté, il pose sa main souillée sur ma gorge et, presque avec tendresse, me caresse le creux du cou. « Je te tuerai rapidement, me promet-il, avec un couteau. J'enfoncerai la lame juste ici. » Il frôle du pouce mon pouls affolé comme s'il répétait le coup mortel dans sa tête. Ensuite, je vois les muscles de son visage se décrisper à mesure que le médicament agit. Sa main retombe et il sourit de nouveau. Avec douceur cette fois-ci. Un rayon de soleil en plein orage. Et j'ai envie de pleurer, mais je ne le fais pas. Oh que non. Il y a des morceaux de soi, tellement de morceaux de soi qu'on ne peut plus jamais retrouver une fois qu'on y a renoncé. 10 minutes plus tard, je le mets au lit. Je lui retire ce qui reste de ses vêtements. Je lui passe un gant de toilette savonneux sur le corps, même si je sais d'expérience que sa peau va garder un moment l'odeur des excréments. Plus tard, il m'interrogera là-dessus, et je lui mentirai, parce que c'est ce que j'ai appris à faire. Je le lave, je me lave, la vaisselle passera au lave-vaisselle et sera rangée dans les placards, le tapis sera sorti sur le trottoir le jour des poubelles. Mais tout ça peut attendre. Pour l'instant, dans le silence qui suit la tempête, je retourne dans sa chambre. Sous la lumière de la lampe, j'admire ses traits paisibles et immobiles. La boucle de cheveux qui forme un épi doré juste au-dessus de sa tempe gauche. La petite moue que dessinent toujours ses lèvres dans son sommeil, comme un bébé. Je caresse la douceur de sa joue. Je prends sa main, détendue à présent, qui ne fait pas mal, qui ne détruit pas, et je la garde dans la mienne. Et je me demande si c'est cette nuit qu'il va finalement me tuer. Je vous présente Evan, mon fils. Il a 8 ans. Ça a commencé dans la salle à manger, expliquait le capitaine Phil Leblanc au commandant Didi Warren. Phil portait un pantalon de toile et un polo à col blanc, agrémenté d'une tache de ketchup au-dessus du logo brodé. Manifestement, il se trouvait à un barbecue familial au moment où il avait reçu l'appel. Tout en parlant, il montrait la table rectangulaire, dressée pour 6. Les assiettes portaient les reliefs d'un récent dîner, et il y avait plusieurs plats vides au milieu de la table. Didi dénombra 3 canettes de Bud Lights vides, 2 à un bout de la table et la 3e à l'autre bout. Cette table était un meuble ancien, du chêne dans les tons chauds. Une belle table, aurait parié Didi, peut-être d'époque. Les chaises, en revanche, étaient pliantes, bleues, et qui appartenaient à la même série que celle de la véranda. Ainsi donc, les habitants avaient les moyens de s'offrir une table en bois massif, mais pas encore les chaises. Cela cadrait avec l'impression générale qui se dégageait des lieux, fraîchement repeints, mais notoirement vides. Les assiettes étaient en fine mélamine blanche, simples, mais tranchant sur les sets de table rouge vif et les serviettes en tissu bleu. De nouveau les couleurs nationales. Un fil conducteur dans la maison. Peut-être qu'ils se sont disputés, supposa Phil. Ils ont mangé, pris quelques bières, et là, le ton est monté. Peut-être qu'elle a voulu partir et qu'il a disjoncté. Didi acquiesça distraitement tout en continuant à faire le tour de la table. Le parquet, rénové depuis peu, était revêtu d'un vernis brillant où se reflétait confusément la silhouette de Didi. Ils avaient fait des travaux. Et à vue de nez, il mettait la main à la pâte.
Une famille modeste qui se construisait un avenir commun, s'efforçait d'aller de l'avant malgré la crise, jusqu'à ce que... « Où est Neil ?» demanda Didi, désignant par là le troisième membre de l'équipe. « En haut. Les 2 niveaux supérieurs sont en chantier. On pense que tout s'est passé à 7 étages, mais ça fait quand même un paquet d'outils électriques et d'objets tranchants à recenser. » Didi hocha la tête. Vu l'alerte rouge, elle s'était attendue à trouver les lieux grouillants d'enquêteurs. Or, c'était assez calme. Mais 3 niveaux à fouiller, sécuriser et traiter, voilà qui expliquait beaucoup de choses. Et puis certains devaient déjà être ressortis pour conduire l'enquête de voisinage, localiser les proches connus. Sur ce genre de scène de crime, mieux vaut battre le fer tant qu'il est chaud. On met le paquet en termes d'effectifs, on débarque, on se déploie et on plie l'affaire. Que sait-on des occupants de la maison ? Une seule famille. Papa, maman et 3 enfants. Un remariage des 2 côtés, donc on ne sait pas encore très bien de qui étaient les enfants. Le chef de famille s'appelait Patrick Harrington. Né en 68, au chômage depuis peu, travaillait dans une quincaillerie qui a mis la clé sous la porte. Quand ça ? Nidi s'accroupit pour examiner le tapis sous la table. Beige, récemment nettoyé à l'aspirateur. Une véranda fraîchement balayée, un tapis qui venait d'être aspiré. Elle ajouta maniaque de la propreté en dessous de patriote sur sa liste des traits distinctifs de la famille. Il y a quelques semaines. D'après le voisin, ils ont acheté la maison aux enchères il y a 8 mois, une vente forcée. Le but était de la retaper, certainement grâce à ses talents de bricoleur et au prix qu'on lui faisait à la quincaillerie, et ensuite de vivre dans une partie tout en louant le reste. Mais il venait de finir le rez-de-chaussée quand, boum, il perd son boulot. Fini le salaire, fini les prix à la quincaillerie. Et bonjour le monstrueux emprunt immobilier sans revenu locatif, conclut Didi. Ouais, un beau pétrin. Donc le couple est stressé, résuma Didi. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle ? Denise Harrington était réceptionniste dans un cabinet dentaire. Madame Nancy Sears, la voisine d'en face, dit qu'elle quittait tous les jours son travail à 15h pour être là à l'arrivée du bus des enfants. C'était sa priorité. Les âges ? Dit Phil en feuilletant ses notes. 9, 12 et 14. Garçon, fille, garçon. Didi hocha la tête et se détourna de la table pour se diriger vers la cuisine. Une poêle se trouvait encore sur la cuisinière. Elle sentait l'huile d'olive et la graisse de poulet. À côté, un énorme fait-tout, comme pour cuire des épis de maïs ou une ventrée de pâtes. Encore des restes de la préparation du repas sur le plan de travail, un demi-cœur de laitue, un sachet de carottes, un concombre à moitié coupé en rondelles. Didi chercha d'autres canettes de bière et en découvrit 3 dans la poubelle. Elle ouvrit le réfrigérateur et le trouva relativement rempli, preuve que les courses avaient été faites récemment, avec l'assortiment habituel de pain, œufs, charcuterie, fruits et légumes, repas mystère en boîte Tupperware. La porte contenait tout un assortiment de condiments et une bouteille à moitié vide de pinot gris de marque Cavit. Pas d'autre bière. Donc, à supposer qu'un pack de 6 ait été acheté, les 6 canettes avaient été bues. Mais 6 canettes de Bud à 2 adultes, ou même consommées principalement par l'un d'eux, cela ne suffisait pas à attribuer ce carnage à l'alcool. Didi ne marchait pas. Jack McCabe, police judiciaire, venait d'entrer. Il regarda les plans de travail couverts de nourriture, poussa un grand soupir. « On a photographié ça ?» demanda-t-il. « C'est fait », lui assura Phil. Jack soupira encore. Didi ne l'en blâmait pas. Traiter cette scène allait être laborieux et très probablement infructueux, mais il n'avait pas le choix. « Commencez par le couteau », lui conseilla-t-elle. « Il n'y a pas de couteau », dit Jack en regardant le plan de travail. « Il y en a forcément eu un », dit Didi en montrant les rondelles de concombre. « Oh, il y en a un de couteau », dit Phil. « Et merde », soupira Didi avant de le suivre dans le couloir. Ils rencontrèrent les premières traces de sang à mi-couloir. Elles commençaient sur le parquet verni et se poursuivaient vers le fond de la maison, sans doute vers les chambres. Toute une série de taches et de traînées. Un homme en costume marron se tenait à côté de cette piste sanglante. Il dessinait apparemment un croquis des traces et plots de signalement correspondants. « Faut que vous voyiez ça !»
dit-il en encourageant Didi et Phil qui se rapprochèrent. Vous remarquez que les gouttelettes rayonnent en fait dans 2 directions différentes, et c'est traîné ici et là. Didi se baissa, observa docilement les traces. C'était pourtant vrai. La moitié des gouttelettes semblait avoir été projetée vers l'avant, l'autre moitié vers l'arrière, et de fait, il y avait 2 traînées bien visibles, comme si on avait tiré 2 objets sur le sol ensanglanté. Il l'a d'abord agressée dans la chambre, expliqua l'homme sur un ton factuel, en portant un premier coup. Mais elle lui a échappé et s'est enfuie dans cette direction. En vain, malheureusement. Il lui a donné un autre coup de couteau ? Demanda Didi, perplexe. Ça nous aurait laissé une éclaboussure en arc sur le mur et des projections, très probablement au plafond, selon la direction du coup. Il l'a juste attrapée, par les cheveux peut-être. Ensuite, il l'a traînée vers le fond de la maison, avec les autres, et il l'a achevée là-bas. Vous voyez, la première série de gouttelettes, c'est quand elle courait vers la sortie. La deuxième, quand elle allait dans l'autre direction. Et les traînées... La trace de ses talons, murmura Didi. C'est ça. Faire un truc pareil à sa propre belle-fille. Il termina son croquis et tendit la main. Vous devez être le commandant Warren. Alex Wilson. Je vais suivre Phil comme son ombre pendant 1 mois. Didi jeta un regard vers Phil qui haussa les épaules. Exact, je viens de l'apprendre il y a une petite demi-heure. Tu sais ce que c'est, on est toujours les derniers au courant. Didi prit la main tendue, méfiante. Et quelles sont vos fonctions ? Enquêteur à une époque. Il y a de ça 8 ans, j'ai renoncé au travail de terrain pour enseigner à l'école de police. Mais je me sens un peu rouillée, alors j'ai demandé à suivre un enquêteur de temps en temps pendant 1 mois. 8 ans, ça fait un bail dans ce métier. Avec tous les progrès de la photo numérique et la prise d'empreintes digitales numériques, je commence à me faire l'effet d'un dinosaure. Vous travailliez dans la police de Boston il y a 8 ans. Non, à Amherst. Pourquoi ? Pour parler. Didi continua à le dévisager. Elle lui donnait la petite quarantaine, un âge désagréablement proche du sien dans la mesure où il venait de se qualifier de dinosaure. Il n'était pas immense, dans les 1,80 m, encore relativement en forme. Ses cheveux bruns étaient généreusement parsemés de mèches argentées et le coin de ses yeux bleus se plissait quand il fronçait les sourcils. Le George Clooney du pauvre. Cela ne laissait pas Didi insensible. Alex Wilson d'Amherst, hein ? Il va falloir qu'elle se renseigne. Très bien, professeur, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous montrer ? Je crois que ça a commencé par la femme. Alex les guida dans le couloir, en longeant le mur pour ne pas marcher sur la piste ensanglantée. Peut-être qu'ils ont commencé par se disputer pendant le dîner, je sais pas. Mais il l'a suivie dans la chambre et il l'a attaquée par derrière. Là, ça n'a pas traîné. Un coup violent qui lui a sectionné la colonne vertébrale à la base du crâne. Même si elle a vécu assez longtemps pour crier, le coup a dû la paralyser. Elle est tombée à genoux et son cœur s'est arrêté avant qu'elle se vide de son sang. Alex entra dans une pièce à droite. Didi se retrouva dans une chambre d'assez belle taille, meublée d'un lit king size et de 2 commodes dépareillées qui semblaient avoir été achetées dans un débarras. Le lit était recouvert d'un vieux dessus de lit à fleurs. 2 draps roses tenaient lieu de rideaux. Sur la plus grande commode, une collection de photos, dont une en grand format montrait une mariée blonde radieuse et un marié brun tout sourire. Par terre, au pied de la commode, on ne pouvait pas manquer la flaque sombre qui recouvrait au moins une dizaine de lattes, ce qui restait de la mariée blonde, certainement. « Où est le corps ? » ?»« Vous verrez, » dit Alex. Il les ramena dans le couloir, enjamba précautionneusement les traces de sang et passa dans la chambre suivante. Celle-ci était plus petite, d'un bleu soutenu. Des posters de Tom Brady tapissaient tout un mur, tandis que des rangées d'étagères garnies de ballons de football dédicacés et de divers trophées sportifs occupaient les autres. À droite, un lit double recouvert d'une couette aux couleurs des Patriotes. Droit devant, une table à jeu qui semblait faire office de bureau et dont la chaise en métal était un peu écartée. À côté de la chaise, sur le sol, une autre tache sombre. « Le fils aîné », expliqua Alex. « Peut-être qu'il a entendu le remue-ménage dans la chambre de ses parents. Il s'est levé pour aller voir. » «
À en juger par les trophées, le gamin est sportif, et en plus il est assez grand pour son âge. Après la mère, c'est logiquement la menace la plus sérieuse. Donc le sujet entre dans la chambre, d'un pas vif et décidé. Le gamin est sans doute encore en train de se demander ce qui se passe, quand il le poignarde entre les côtes, en plein cœur. Un seul coup mortel ici aussi, intervint Didi. Pour ces deux-là, oui. D'abord dans la nuque et ensuite entre les côtes. J'ai comme l'impression que le sujet a de l'entraînement. Force spéciale, je dirais. Poignarder, ça fait du vilain, mais ce type a élevé ça au rang de science. D'accord, reprit vivement Didi. Maman est au tapis, le fils aîné est au tapis, et ensuite... Il en reste 2. Une fille de 12 ans, un garçon de 9. Il espérait sans doute s'en occuper un par un, mais il se trouve qu'ils étaient tous les deux dans la chambre de la fille. Alex quitta la chambre bleue et ils reprirent le couloir en file indienne. Cette fois-ci, la piste sanglante fit un virage et les conduisit dans une chambre rose vif avec une cantonnière violette à la fenêtre et une demi-douzaine de posters d'Hannah Montana et des Jonas Brothers. Bon, ici les choses se compliquent un peu, comme vous voyez. Alex montrait le sol, qui présentait une étourdissante constellation de projections, flaques de sang et plots de signalement jaune. Je dirais, juste en voyant l'état des corps, qu'il a tué le garçon en premier. Pourquoi le garçon ? Une seule blessure mortelle. Regardez le lit. Didi s'aperçut avec retard que la couette violette n'était pas réellement violette. Elle était rose foncé, mais la couleur d'origine avait été altérée par une flaque de sang de belle taille et les traces de projection correspondantes dessinaient un arc sur le mur d'en face. « Les gamins savent », reprit Alex d'une voix plus douce, moins professorale. Pas de placard dans la chambre, alors ils se blottissent dans le coin. Frères et sœurs ensemble, prêts à défendre leur vie. Le sujet entre. Il devait faire peur à voir à ce moment-là. Couvert d'éclaboussures depuis le premier coup de couteau, sans parler du deuxième, les gamins se tiennent l'un contre l'autre à côté du lit. Le garçon a craqué le premier, c'est mon hypothèse, continua Alex. Il a essayé de filer en sautant sur le lit. Peine perdue, l'autre lui a tranché la gorge au passage. Fin de la partie. La gamine est probablement en train de hurler à ce moment-là, mais elle ne reste pas figée, ce qui est étonnant. Devant une telle scène, la plupart des gens... La voix d'Alex s'éteignit, puis il se racla la gorge et poursuivit. La fille s'enfuit, elle profite de la mort de son frère pour se ruer vers la sortie. De toute la famille, elle est la seule qui aura eu une chance. Il la blesse, ici précisément, dit Alex en montrant une tache ronde avec son crayon. Peut-être qu'il visait la gorge, mais il la touche à l'épaule. Le coup la déséquilibre, d'où les traces de transfert ici et là, sans doute ses semelles, mais elle continue à courir, la malheureuse. Elle arrive jusqu'à mi-couloir, c'est le sprint de sa vie, et là... Il la rattrape, conclut Didi qui marqua une pause. Mais il ne la tue pas, il l'entraîne ailleurs. Qui sait, dit Alex. Elle était la dernière et il l'avait mise hors de combat. Peut-être qu'il s'est rendu compte que rien ne pressait, ou peut-être qu'il a juste voulu la faire souffrir encore un peu. Elle avait fui, ça l'avait énervée. Agression sexuelle ? Demandez au légiste, les vêtements sont intacts, rien de flagrant. Vous pensez que c'est la belle-fille ? Tout le portrait de la mère, aucune ressemblance avec le père. Donc son but était peut-être de nature sexuelle. Elle l'attirait, il la voulait pour lui tout seul. Alex regarda Didi. Venez, je vous montre le reste. L'arrière de la maison donnait sur une véranda grillagée. Le genre d'endroit où se prélasser par les soirées d'été infestées de moustiques. Manifestement, cette partie de la maison n'avait pas été incluse dans les plans de rénovation. Plusieurs pans de grillage avaient été déchirés, les bords des dalles de lino se décollaient, mais ça, ce n'était rien. Le revêtement de sol délabré était à présent couvert de sang, tandis que sur l'unique meuble, un futon déglingué, toute une famille avait reposé, expliquait Alex. Il les a couchés côte à côte. D'abord la mère, ensuite le fils aîné, la fille, le plus jeune. Alex montrait le matelas trempé de sang où bourdonnaient maintenant des mouches, attirées par l'odeur de chair fraîche. « Les corps sont chez le légiste ?» demanda Didi. « Oui. Entre la chaleur et les mouches, la levée des corps était une priorité. »
Mais vous dites que la fille a été tuée ici, sur le futon, je pense. Il faudra que le légiste fasse son examen, mais il semble qu'il l'ait amenée ici avant de l'étrangler à main nue. Patrick est baraqué, ça n'a pas dû lui prendre trop longtemps. Ensuite, il a déplacé tous les autres corps. Dans cet ordre-là, je dirais. Il aura d'abord voulu régler le cas de la fille avant de faire un peu de ménage. Didi fit la moue, ça ne lui plaisait pas. D'après vous, le sujet a transbahuté 3 corps dans toute la maison jusqu'à cette pièce. Pourquoi on ne voit pas plus de sang? J'aurais cru qu'on verrait des traces partout. Alex ne savait pas. Le légiste pourra vous en dire plus, mais j'imagine que les corps s'étaient déjà vidés de leur sang. Comme ça, l'opération ne fait pas de saleté. Je comprends pas, contesta Didi. On parle bien du père, non? D'abord, il massacre tous ses proches un par un, et ensuite il les regroupe pour une dernière réunion de famille. Je pense qu'il voulait s'excuser. Pardon? Si on part de l'idée que le père est coupable, alors il entre dans la catégorie des familicides. Bon, il est possible que ça ait commencé sur un coup de tête. Il s'est disputé avec sa femme et ça a dégénéré. Mais peut-être pas. Peut-être que c'était ce qu'il avait prévu depuis le début. Réfléchissez un peu à la psychologie des familicides. Pourquoi tue-t-il? Didi le regarda. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent rendre service à leur famille. Maintenant que vous le dites, c'est aussi pour ça que je suis célibataire. Alex eut un sourire ironique. Les temps étaient difficiles. Je parie que si on creuse, on découvrira que leur situation financière était encore plus mauvaise que ça. Peut-être qu'ils étaient menacés de saisie, qu'on allait les jeter sur le trottoir. La pression monte. Le père commence à se dire que ce serait aussi bien qu'il meure, mais il ne veut pas faire souffrir sa famille. Alors l'idée lui vient que ce serait aussi bien si eux mouraient. Ce serait trop cruel de se tuer tout seul. Donc il va faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Il va tous les tuer. Punaise, dit Didi. Les yeux baissés vers le sol barbouillé de sang, elle chassa une énième mouche bourdonnante. Il les supprime un par un. Ensuite, il les transporte tous ici et les couche les uns à côté des autres. Peut-être qu'à ce moment-là, il prie pour eux. Ou bien il leur donne l'absolution. Il leur fait un petit discours déjà tout prêt dans sa tête. « Je vous aime, je ne veux que le meilleur pour vous, je vous revois bientôt. » Et ensuite, il prend le 22 et s'en envoie une dans la tempe. « Il s'est tiré une balle ?» intervint Phil. « Quel dégonflé !» Pas faux, surtout qu'il s'est raté. Didi n'en crut pas ses oreilles. « Vous voulez dire ?» C'est ça. Le père est sur le billard en ce moment même au Massachusetts General. Avec un peu de chance, ils le sauveront. Et là, on pourra le coincer. « Le père est encore en vie, » murmura Didi. Elle regarda le sang, chassa les mouches avides et finit par sourire, avec un petit air carnassier. Je crois qu'on va peut-être pouvoir s'amuser un peu, en fin de compte. Il retournait vers l'avant de la maison et passait devant la salle à manger lorsque l'idée la frappa. Elle s'arrêta net. Avec un temps de retard, Phil et son ombre en firent autant. « Eh, professeur, dit-elle, j'ai une question pour vous. » Alex, étonné, attendit. Donc, le père tue la mère, le garçon de 14 ans, celui de 9, la fille de 12, et ensuite il se tire une balle dans la tempe. C'est la théorie actuelle, oui. Au vu des traces de sang. Au vu du premier examen des traces de sang, oui. Une analyse impressionnante, très bien menée. Je vois d'ici que vous faites des étincelles dans les salles de classe. Alex ne dit pas un mot, confirmant ainsi qu'il était bien aussi intelligent qu'il en avait l'air. Seulement, il y a un autre indice de taille. C'est-à-dire la salle à manger. Alex et Phil se tournèrent vers la salle à manger. Phil fut le premier à poser la question. « Quoi, la salle à manger ?» Alex, en revanche, comprit. « Merde, dit-il. »« Oui, c'est toujours un peu plus compliqué qu'on ne voudrait, » confirma Didi en se tournant vers Phil. « On a 5 corps, n'est-ce pas? 4 morts, le dernier dans un état critique. 5 corps pour les 5 membres de la famille. » Phil acquiesça.
Alors, pourquoi le 6e couvert? Daniel. Vous voulez savoir ce que c'est d'être infirmière en pédopsychiatrie? Bienvenue à l'unité pédiatrique d'évaluation clinique de Boston, également connue sous le nom d'UPEC. Notre service occupe le dernier étage de la polyclinique Kirkland. Nous aimons à penser que nous jouissons d'une des plus belles vues de Boston, ce qui n'est que justice étant donné que nous nous occupons de ses citoyens les plus coriaces. Jeudi soir, je me trouvais dans le couloir de l'unité pédiatrique et j'observais notre dernière patiente en date. Elle s'appelait Lucie et avait été admise l'après-midi même. Nous n'avions eu que 24 heures pour nous préparer à son arrivée. Insuffisant, mais nous avions fait de notre mieux. La plupart des enfants dormaient en chambre double. Lucie en avait une pour elle toute seule. La plupart des chambres comprenaient 2 lits jumeaux, des tables de chevet et des armoires assorties. La chambre de Lucie contenait en tout et pour tout un matelas et une couverture. Nous avions appris à nos dépens que le verre trempé de nos fenêtres du 7e étage ne résistait pas toujours à la furie d'une enfant armée d'une table de nuit de 10 kilos. Lucie était une enfant sauvage. C'est-à-dire qu'elle avait été victime de mauvais traitements si sévères et continus qu'on l'avait privée de son humanité. Elle ne portait pas de vêtements, ne mangeait pas avec des couverts, n'avait aucune hygiène. Elle ne parlait pas et n'avait jamais appris à aller sur le pot. D'après son dossier, elle avait passé l'essentiel de son existence dans un congélateur débranché avec des trous de balles de revolver en guise d'aération. Le temps passé hors du congélateur avait été pire que le temps passé à l'intérieur. Résultat, une petite fille de 9 ans qui se comportait comme un animal sauvage. Et si nous n'y prenions garde, elle nous apprendrait à la traiter comme telle. Dans l'heure qui a suivi son admission, Lucie a accueilli notre surveillante en déféquant dans sa main et en mangeant ses excréments. 20 minutes plus tard, un moniteur éducateur, ME, l'a observée en train d'éventrer son oreiller pour s'enfourrer le contenu dans différents orifices. L'oreiller a été retiré. Lucie ne nous a pas permis de nous occuper du rembourrage. 1 heure plus tard, elle s'ouvrait le bras avec son ongle et dessinait des formes sur le mur avec son sang. Première constatation sur notre nouvelle patiente. Toute forme d'attention semblait déclencher chez elle le besoin de s'avilir. Si Lucie avait un public, il fallait qu'elle souffre. À 4 heures de l'après-midi, nous avons décidé de confiner Lucie dans sa chambre et d'affecter un membre du personnel à sa surveillance. Plutôt que le système des 5 minutes, qui voulait qu'un éducateur vérifie toutes les 5 minutes où se trouve chaque enfant, un membre du personnel allait observer Lucie aussi discrètement que possible et prendre des notes toutes les 20 minutes. Ce soir-là, c'est tombé sur moi. Il a fallu attendre 11 heures du soir avant que les enfants se calment. Certains dormaient sur des matelas dans le couloir tout illuminé, ceux qui avaient une peur panique de l'obscurité. D'autres ne pouvaient dormir que seuls et dans le noir complet. D'autres encore avaient besoin de musique, d'un bruit de fond, ou, pour l'un d'eux, du tic-tac d'un réveil qui simulait les battements cardiaques de sa mère décédée. Nous préparions tout en fonction de chacun. Pour la première nuit de Lucie, je n'ai rien fait de particulier. Je me suis assise dos à la porte et j'ai lu des histoires aux autres enfants. De temps à autre, j'apercevais le reflet de Lucie dans la demi-sphère argentée fixée au plafond. Ces miroirs hémisphériques, disposés à intervalles stratégiques dans le large couloir, nous tenaient lieu de système de surveillance en réfléchissant ce qui se passait dans la chambre de chaque patient. Lucie semblait écouter l'histoire. Roulée en boule par terre, elle balayait l'air de sa main comme un chat qui étudie sa patte. Si j'accélérais ma lecture, sa main bougeait plus vite. Si je ralentissais, son rythme s'adaptait. 20 minutes plus tard, elle avait disparu. Dans le reflet déformé du dôme, j'ai finalement repéré son pied qui dépassait dessous le matelas. Comme elle ne bougeait pas, je me suis retournée pour inspecter sa chambre en direct. En fait, elle avait tiré le matelas sur elle et s'était enfin endormie. De temps à autre, son pied tressaillait comme si elle rêvait. Je me suis installée, moi aussi, assise par terre, dos au mur. Plus d'une demi-douzaine de collègues étaient répartis dans le couloir. Dans le service, on profitait de la nuit pour remplir la paperasse. Il fallait rattraper son retard quand l'occasion se présentait.
Aucun enfant ne dormait longtemps. Certains, parmi les cas les plus sévères, réclamaient à manger toutes les 3 heures, même si on ne l'aurait jamais deviné à voir leur silhouette famélique. D'autres n'arrivaient tout simplement pas à dormir. La nuit était synonyme de vieille terreur et de peur nouvelle, le subconscient malmené par tous les mauvais traitements reçus. Certains gamins se réveillaient en pleurant, en hurlant, et d'autres se réveillaient prêts à en découdre, se battre ou s'enfuir. Tout le monde n'était pas fait pour la fuite. J'ai ouvert le premier dossier de patient et senti mes paupières s'alourdir. Je travaillais beaucoup ces derniers temps. De plus en plus de garde. De moins en moins de sommeil. Il fallait que je m'occupe, surtout à cette période de l'année. Plus que 4 jours, et 25 années se seraient écoulées. Une nouvelle commencerait. Toujours aller de l'avant. Le devoir de l'unique survivant. Je me suis demandé ce que penserait Lucie si elle savait que pendant des années, j'avais moi aussi dormi réfugiée sous un matelas. Le jour de mes 18 ans, j'ai séduit le shérif Wayne. Au début, ce n'était pas prémédité. 3 jours plus tôt, je l'avais croisé par hasard à Boston. Il avait amené sa femme, sa fille mariée et ses 2 petits-enfants au Public Garden pour voir les bateaux en forme de cygne. Le soleil brillait. Une belle journée de printemps où les tulipes ondulaient, où les enfants poussaient des cris perçants en pourchassant les canards et les écureuils sur les vastes pelouses. Le shérif Wayne ne m'a pas reconnue. J'imagine que j'avais dû changer en 9 ans. Mes longs cheveux bruns étaient soigneusement coupés, avec une longue frange. Je portais un jean taille basse et un haut à rayures jaunes de chez Urban Outfitters. Ma tante Hélène avait fait de sa plouque de nièce une bostonienne branchée. Du moins, nous aimions toutes les 2 à le penser. J'ai reconnu le shérif Wayne de dos. Pas à son allure, à sa manière de se déplacer. À sa démarche assurée sur le chemin lorsqu'il a rassemblé ses petits-enfants qui s'égayaient pour les ramener avec autorité dans le giron familial. Il m'a remarqué, non loin de là, qu'il observait. Il s'est retourné vers les 2 femmes à sa droite et à sa gauche, et là, il a dû avoir le déclic. Cette étrange impression de familiarité a trouvé son explication. Il a fait d'un seul coup volte-face et m'a regardé droit dans les yeux. « Daniel !» a-t-il dit. Et le son de sa voix, après tant d'années à entendre ce murmure dans mes rêves, seul élément sécurisant au milieu de toutes ces images sanglantes et violentes, m'a enfin libérée. J'ai fait un pas, un deuxième. À ce moment-là, sa femme et sa fille avaient remarqué la scène. La fille ne comprenait pas pourquoi je les abordais. Sa femme, Sheila elle s'appelait, devait se souvenir de moi. Elle se tenait parfaitement immobile, et j'ai lu dans son regard une compassion tranquille. Le shérif Wayne a pris les rênes de la situation. Il m'a serré la main, a procédé aux présentations avec sa femme, sa fille, ses petits-enfants. Il a arrondi les angles, en homme habitué à séparer les belligérants dans des rixes de bar. J'aurais pu être la fille d'un vieil ami retrouvé après bien des années. Nous avons échangé quelques banalités sur le beau temps, le parc magnifique. Il m'a parlé de son autre enfant, un fils désormais adulte installé à New York. Nous nous sommes émerveillés devant sa petite fille cachée derrière les jambes de sa mère et son petit-fils qui adorait pourchasser les écureuils. J'ai glissé que j'allais rentrer à l'université à l'automne. Le shérif Wayne m'a de nouveau serré la main, plein d'une sereine approbation. Regardez-moi un peu ce que j'étais devenue. Regardez-moi, l'unique survivante. Ils ont continué leur journée, repris le chemin courbe qui descendait vers les bateaux en forme de cygne. Je suis restée à contempler l'endroit où ils s'étaient tenus. Et j'ai su, dès cet instant, qu'il fallait que je revoie le shérif Wayne. Il fallait que je l'aie. J'ai appelé le lendemain. C'était sympa de l'avoir revu dans le parc. Sa fille était ravissante, ses petits-enfants adorables. Voilà, j'avais quelques questions. Je voulais pas le mettre dans l'embarras, mais on pourrait peut-être se revoir, dîner ensemble, juste une fois. Sa réticence était audible. Mais c'était quelqu'un de bien, alors sa gentillesse a pris le dessus et me l'a livré. Je lui ai donné l'adresse du studio où je m'étais installée cet automne-là.
petite étape sur le chemin de l'université. J'ai laissé entendre qu'il passerait me prendre et que nous sortirions dîner. Je savais déjà qu'il n'en serait rien. J'ai replié mon futon, sorti la table de jeu que j'ai recouverte de ma nappe à fleurs préférée. J'ai dressé un joli couvert avec des assiettes en grès rouge et jaune coordonnées sur un fond aux couleurs chaudes. Un mini bouquet de fleurs violettes au centre. 2 grandes bougies blanches effilées dans des bougeoirs en cristal que ma mère avait autrefois reçus en cadeau de mariage et sans doute déballées dans la joie et l'optimisme. Elle ne pouvait pas savoir. Je me répétais ça en boucle. Elle ne pouvait pas savoir. Je portais un jean taille basse et un chemisier blanc. J'ai laissé mes cheveux bruns lâchés. J'aimais l'effet que ça produisait, ce contraste entre le sombre et le clair. En dessous, je portais un minuscule soutien-gorge balconnet, couleur champagne, et un string en dentelle. Je ne suis pas la fille la mieux dotée du monde, mais je sais me servir de ce que j'ai. Quand le shérif Wayne est arrivé, j'ai bien vu qu'il était consterné par le tableau. La jolie table au milieu de l'appartement de poche, l'odeur de la sauce spaghetti en train de mijoter et des pâtes dans la casserole. Je ne lui ai pas laissé la moindre chance de se raviser. « Entrez, entrez !» ai-je dit tout de suite, rayonnante et pleine d'exubérance juvénile. « Désolée que ce soit si petit, c'est différent quand on habite en ville. » Je lui ai pris son manteau avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, et je l'ai accroché au porte-manteau sans cesser de babiller. Je savais qu'on avait parlé de sortir, mais j'appréhendais un peu d'avoir cette conversation en public. Alors si ça ne l'ennuyait pas, j'avais décidé de jeter quelques pattes dans l'eau. Je n'étais pas un grand chef, j'avais encore des progrès à faire, etc. Que pouvait-il dire ? Que pouvait-il faire, le malheureux ? Il m'a assuré que mon appartement était très joli, que la sauce sentait bon. Bien sûr que nous pouvions manger là, du moment que ça me mettait plus à l'aise. Je l'ai fait asseoir à table. Je lui ai servi un généreux verre de vin rouge. Rien pour moi, ça aurait été déplacé. Un peu de musique par là-dessus. Comme il ne me faisait pas l'effet d'un fan des Nine Inch Nails, j'ai opté pour du jazz léger. Nous avons commencé par la salade composée. Assis avec raideur sur sa chaise, il ne touchait pas à son vin, ne quittait pas son assiette des yeux. Il portait bien son âge. Trapu, puissant sans être gros. Des cheveux gris sur un large visage moustachu. Ses gestes étaient précis, et cette économie de mouvement me plaisait. Il m'a interrogée sur ma tante, mes études, mes projets d'avenir. Je lui ai brossé un panorama sommaire de ma nouvelle et belle vie. C'était ce qu'il avait besoin d'entendre. Il m'avait un jour porté hors de la maison de mon père, ses bras bien serrés autour de mes épaules maigres, sa voix un chaud murmure à mon oreille. « Ne regarde pas, ma belle. Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » J'ai versé les penne dans le plat. Je les ai recouverts de sauce rouge. Et je suis passée aux choses sérieuses. Je ne lui ai pas posé de questions sur mon père. Au lieu de ça, j'ai fait remonter dans la mémoire du shérif Wayne tous les moments lumineux, radieux. Le rire de ma mère, les espiègleries de Johnny, la compassion de Nathalie pour les animaux. Il s'avère que ma sœur avait un jour recueilli un lapin de Garenne qui avait été percuté par une voiture et qu'elle l'avait remis sur pattes. Elle voulait faire un métier en rapport avec les animaux. Je l'ai appris au shérif Wayne. Et mon frère aimait grimper en haut des arbres et ensuite appeler ma mère pour qu'elle puisse lever les bras au ciel en poussant des cris d'horreur feints. Ces souvenirs l'ont touché, naturellement. L'ont fait souffrir encore plus que moi parce que ces gens avaient gardé leur réalité dans son esprit alors qu'ils étaient depuis longtemps devenus des fantômes pour moi. Le vin est vite descendu. Qui le lui aurait reproché ? Il a proposé de faire la vaisselle. Je l'ai regardé aller et venir dans ma minuscule cuisine, le geste moins sûr après 2 heures d'intense émotion et une bouteille entière de Chianti. Il a empilé les assiettes dans l'évier, les a rincées une à une, les a mises à tremper. Ensuite les casseroles, puis son verre de vin, puis mon verre d'eau, 2 fourchettes, 2 cuillères, 2 couteaux. Quand il est revenu à la table, j'ai lu sur ses traits hagards combien la soirée l'avait ébranlé. Il a voulu parler, mais je ne l'ai pas laissé faire. Et j'ai ouvert le premier bouton de mon chemisier, puis le deuxième,
le troisième, dévoilant centimètre par centimètre un corps longiligne, une peau bronzée, un petit bout de lingerie en dentelle. « Non, a-t-il dit, tu ne devrais pas bien. Chut. » Je me suis assise à califourchon sur ses genoux. J'ai complètement ouvert mon chemisier, ondulé doucement des hanches contre son bas-ventre. Il a encore voulu protester. De sa bouche sortaient de faibles murmures que je faisais semblant de ne pas entendre. J'ai passé les mains dans ses cheveux à la coupe militaire, suivi les contours de ses solides épaules et senti son corps commencer à répondre alors que ma chemise blanche glissait au sol et que je me cambrais et m'offrais à lui. « Daniel !» Dernière supplique désespérée. « Chut !» J'ai guidé sa bouche vers ma poitrine. Quand j'ai senti ses lèvres se refermer enfin sur mon téton recouvert de dentelle, le besoin qui m'a submergée, un besoin à l'état pur, m'a déchiré plus profondément que toutes les douleurs que j'avais connues. Je l'ai pris, cet homme qui m'avait un jour sauvé la vie. Et l'espace d'un bref instant, il m'a appartenu. Ce n'est que des années plus tard, après avoir fini mes études et m'être lancée dans une carrière en psychiatrie, que j'ai enfin compris le mal que j'avais fait au shérif Wayne ce soir-là. Je souffrais, et je l'avais marqué au fer rouge avec cette douleur. Je l'avais obligé à porter les stigmates de mes blessures. Lui, un homme bien qui devait vivre jour après jour auprès de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, avec la conscience qu'il y avait eu un soir où il n'avait pas été à la hauteur de son idéal de mari, de père, de rempart de la société. Après cela, quand je dormais la nuit, je n'entendais plus sa voix. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.